15h30. L'opération clandestine la plus audacieuse du Mossad est lancée. Elle va bouleverser les rapports de force dans la région. Une vibration indique l'arrivée d'un message sur le beeper placé dans la poche de cet homme. Tout de suite, l'appareil explose. La scène se reproduit partout au Liban, plus exactement dans tous les fiefs du Hezbollah. La banlieue sud de Beyrouth, la plaine de la Bekaa, ainsi que le sud du pays sont frappés par une série d'explosions. Les hôpitaux sont pris d'assaut. Les blessés qui arrivent par centaines présentent tous le même type de blessures. Elles sont concentrées au niveau des yeux, des mains et du ventre. C'était si intelligent qu'il fallait les deux mains pour activer les beepers. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que les deux mains soient touchées. L'immense majorité des victimes sont des membres du Hezbollah libanais, alliés de l'Iran et ennemis jurés d'Israël. Tous équipés de beepers, leur moyen de communication s'est transformé en arme et s'est retourné contre eux. L'opération Pagers a été un succès. J'ai trouvé ça brillant. On a fait des opérations similaires, certaines dont on ne peut toujours pas parler, mais quelque chose d'aussi gros, je crois que c'est la première fois. L'attaque fait 39 morts et plus de 3400 blessés. De la planification jusqu'aux détonations, ce piège de masse a nécessité plusieurs années de préparation. Nous avons pu nous entretenir avec un ancien Premier ministre israélien, un ancien directeur du Mossad, avec des officiers qui ont servi au Shin Bet, le renseignement intérieur, ainsi qu'avec des spécialistes du renseignement. Leur parole est rare. Ils reviennent sur le retour massif des éliminations ciblées et sur leur efficacité à long terme. L'opération Beeper laisse le Hezbollah et ses alliés sous le choc. Elle porte la marque du Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens. Comment le Mossad a-t-il pu infiltrer la chaîne d'approvisionnement du Hezbollah ? Première étape, s'appuyer sur une infrastructure, c'est-à-dire sur plusieurs entreprises réelles, créées de très longue date par le Mossad. Parfois, vous préparez une opération et vous n'utilisez rien jusqu'au moment où les dirigeants pensent que cela est nécessaire, à un moment précis. Parfois, il faut des années simplement pour mettre en place une opportunité, pour la mettre, comme on dit, dans l'armoire, pour qu'elle soit prête et pour l'utiliser au moment approprié. Ça a pris 10 ans de travail, parce que dans une telle opération, l'opération Beeper ou n'importe quelle autre, il faut du renseignement humain. Mais pour vendre de l'équipement à la partie ennemie, vous devez créer des sociétés de façade, des sociétés écrans. Mais je pense que c'est un mauvais terme, parce que ces sociétés n'existent pas uniquement sur le papier. Ce sont des vraies entreprises. Parce que pour persuader l'ennemi que vous leur vendez un équipement authentique, vous devez aussi le vendre à d'autres clients. Parce que l'ennemi va dire « Ok, on est prêt à faire du business avec vous, mais montrez-nous des lettres de recommandation. » Alors vous avez besoin de montrer ces lettres de recommandation. Problème, le modèle de beeper destiné à être rempli d'explosifs n'existe pas sur le marché. Il s'agit du modèle AR924 et sa batterie au lithium qui affiche une autonomie de 85 jours. Grâce à ces sociétés écrans, le Mossad va donc créer une légende, c'est-à-dire une histoire et un passé à son modèle de beeper. Ceci est une vidéo de promotion mise en ligne par une des sociétés écrans du Mossad. Pour rendre son modèle de beeper encore plus légitime, les sociétés écrans du Mossad obtiennent une licence d'une entreprise taïwanaise, Gold Apollo, spécialisée dans la vente de beepers depuis 20 ans.
Après les explosions, son PDG réalise qu'il a été piégé. Ce produit ne vient pas d'Apollo, mais j'ai autorisé sa commercialisation sous notre licence de marque. Le Hezbollah achète les beepers. Il passe au scanner, mais le groupe ne détecte pas la charge explosive insérée dans la batterie. Comment le Mossad a convaincu l'acheteur du Hezbollah de s'orienter vers ce modèle? La réponse semble assez simple. On va vous faire un bon prix. On sera meilleur que nos concurrents. Et puis aussi, j'imagine que le Hezbollah est une organisation très corrompue, donc l'intermédiaire et peut-être d'autres membres du Hezbollah prennent également leur commission. Quand quelqu'un vous fait une trop belle offre, n'achetez pas, achetez plus cher et soyez plus en sécurité. Parce que si vous réussissez à infiltrer la chaîne d'approvisionnement quelque part, à mettre un cheval de Troie quelque part, eh bien cela va affecter et infecter l'ensemble du système. C'est un double revers pour le Hezbollah. Si le groupe a fait le choix de s'équiper de beepers, c'est qu'il estimait que le renseignement israélien infiltrait trop facilement les téléphones portables. Le message envoyé est très fort. Même si vous choisissez de remplacer vos moyens de communication par un moyen très ancien, je ne sais pas moi, des pigeons voyageurs ou des signaux de fumée, il y aura tout de même des moyens de vous trouver. L'opération Beeper sème la panique dans les rangs du Hezbollah. Mais le coup le plus sévère arrive 10 jours plus tard. Une frappe israélienne élimine le leader historique du mouvement chiite, Hassan Nasrallah, en plein Beyrouth. Il se trouve alors en sous-sol, dans ce quartier, en réunion de commandement. Jusqu'au dernier moment, Hassan Nasrallah reste persuadé que les Israéliens n'oseront pas l'assassiner. Nasrallah n'était pas juste un chef comme les autres. Nasrallah était une figure au Moyen-Orient ces 20 dernières années. Par ailleurs, il est devenu leader après l'assassinat de son prédécesseur, le précédent commandant du Hezbollah, Moussaoui. Ce qui amène parfois à se demander si c'est toujours sage d'éliminer les commandants ennemis. Car un commandant faible est parfois une meilleure option. Mais Nasrallah est vraiment le personnage qui a dominé tout le paysage entre nous et le Liban ces 20 dernières années. Et le fait qu'il soit mort alors qu'il était le plus protégé, cela a vraiment semé la peur chez les commandants du Hezbollah. Personne ne voulait prendre la place de commandant car il savait qu'ils pourraient être les prochains. La victoire à la fin n'arrive pas quand tous les soldats du camp ennemi sont morts, mais quand ils perdent l'envie de se battre.